On a tous vécu ça, non? Ce moment où on se retrouve devant l'interface d'une IA, plein d'espoir, en quête de l'idée géniale, et paf, on se prend un mur. Ah oui. Des réponses toutes plates, des reformulations de trucs qu'on a déjà vus 100 fois. Je me souviens, j'ai passé un après-midi entier à chercher un slogan original pour un projet. Et alors? Ben, j'ai eu droit à une centaine de variations de «libérer votre potentiel». C'était démoralisant. J'ai vraiment failli tout laisser tomber ce jour-là. On a l'impression que les autres, eux, ils ont une sorte de code secret. Et c'est exactement ce sentiment qui est au cœur de la source qu'on explore aujourd'hui. L'auteur part de ce constat et en fait, il propose de tout renverser. C'est ça. Le problème, au fond, ce n'est pas l'outil. C'est nous. C'est la façon dont on engage la conversation. L'idée qui change tout, c'est pas de lui donner plus d'infos, mais de lui demander de nous aider à construire la bonne question, avant même de chercher la réponse. C'est ça le métaprompting. Le métaprompting. On arrête de lui jeter des instructions en espérant un miracle. L'objectif de notre discussion, c'est un peu de décortiquer cette approche en explorant quelques-uns des 9 piliers de cette architecture. Tout à fait. L'idée, c'est de passer du statut, disons, d'opérateur, qui subit un peu la machine, à celui d'architecte, celui qui dirige. On va voir comment on peut changer ce dialogue pour que l'IA nous surprenne enfin. Allez, on commence. Alors, commençons par le début. Le premier pilier s'appelle la porte dérobée. L'auteur explique qu'un modèle de langage est, par défaut, un moteur de consensus. Hmm. Il est conçu pour prédire le mot le plus probable. Donc, question standard, réponse moyenne. Ça, on l'a tous compris à nos dépens. Mais là où ça devient contre-intuitif, c'est que la solution pour avoir une idée rare, c'est de lui ajouter des contraintes. Ça me paraît paradoxal. On veut de la créativité et on lui met des menottes. C'est tout le concept de la friction créative. Et c'est fascinant parce que ça va à l'encontre de notre mythe du créatif, tu sais, le chaos, la liberté totale. Oui, la page blanche. Exactement. La source démontre que l'IA, et beaucoup d'humains d'ailleurs, devient plus innovante quand on la force à sortir de son chemin de moindre résistance. Lui imposer des contraintes strictes, mais inhabituelles, c'est comme créer un dénivelé dans une rivière. L'eau peut plus couler tout droit, elle doit trouver un autre chemin, créer des rapides. C'est ça. C'est là que l'énergie se libère. On cherche pas le chaos, on cherche une contrainte intelligente. D'accord, je vois l'image. On ne lui dit pas juste «sois créatif», ce qui ne veut rien dire pour une machine. On lui construit un labyrinthe dont la seule sortie est une idée originale. Et concrètement, on fait comment? Alors, la source donne des méthodes très concrètes. La première, c'est interdire les évidences. On commence par lister tous les poncifs, tous les clichés de notre secteur. Par exemple? Si on est dans le marketing, on interdit synergie, disruptif, centré sur le client. On l'oblige à trouver un autre vocabulaire. La deuxième, c'est de créer des collisions. Ça, c'est ma préférée. Ah oui? On l'oblige à connecter deux univers qui n'ont rien à voir. L'exemple donné est brillant. Explique la fidélisation client en utilisant les principes de la physique quantique. Ah oui, là, impossible pour elle de retomber sur une réponse bateau. Elle est obligée de créer des métaphores, des analogies complètement nouvelles. Et il y a une troisième méthode, c'est ça? Oui, le changement de perspective. Au lieu d'un point de vue d'expert classique, on lui demande de se mettre dans la peau d'un archéologue du futur qui analyse notre époque, ou d'un poète du XVIIe siècle. Ça déconstruit tout le cadre de pensée. Complètement. Et le métaprompt qui rassemble tout ça est très malin. On lui demande d'abord, liste-moi les 5 clichés les plus ennuyeux sur ce sujet. On la force à identifier le problème. Puis on enchaîne, maintenant propose 3 concepts contre-intuitifs qui brisent ces clichés en t'inspirant d'analogies venues de la biologie marine. C'est ça le changement. On ne demande plus une réponse, on donne un processus. On devient architecte de l'innovation. C'est puissant. Mais ok, c'est une technique géniale pour une idée forte, une étincelle. Mais une idée, ça ne fait pas une stratégie. Comment on passe de ça à une campagne de com complète, cohérente et voulue? Absolument, et c'est la suite logique. C'est le deuxième pilier, le second niveau. L'erreur qu'on fait tous, c'est de sauter sur la commande finale. Écris-moi 5 articles de blog sur tel sujet. Oui, on est pressé. On pense déjà à la production, à la réponse, alors qu'on n'a même pas défini le vrai problème. L'auteur appelle ça l'ingénierie inverse de l'empathie. L'ingénierie inverse de l'empathie. J'aime beaucoup le terme. Ça veut dire qu'on utilise la machine pour déconstruire les émotions humaines. Exactement. Avant de créer quoi que ce soit, on utilise l'IA comme un sonar pour cartographier le paysage mental de notre audience. Une campagne réussie, nous dit la source, ça ne repose pas sur les messages qu'on veut pousser.
Non. Ça repose sur les questions que notre cible se pose la nuit, celles qu'elle n'ose même pas taper dans Google. La première étape, ce n'est donc pas de rédiger, mais de sonder cet invisible. Et concrètement, on lui demande de jouer au psychologue, en gros? En quelque sorte, oui. La méthode se fait en 3 temps. D'abord, on lui demande d'identifier les peurs cachées, les frustrations, les désirs secrets liés à notre domaine. D'accord. Puis, et ça c'est crucial, on lui demande de hiérarchiser la douleur, c'est-à-dire de classer ces questions non pas par thème, mais par intensité émotionnelle. Quelle est la question qui provoque le plus d'anxiété, celle qui cache le plus grand espoir? On ne s'attaque donc pas aux questions techniques d'abord, mais aux questions existentielles presque. Et la troisième étape, j'imagine, c'est de transformer ça en contenu. C'est ça. Chaque question à haute intensité devient le pilier d'un contenu. L'article, la vidéo, tout le plan éditorial découle de cette cartographie émotionnelle. Le métaprompt qui résume ça est d'une simplicité désarmante. Basé. Agis comme un psychologue de la consommation, donne-moi une liste de 20 questions que ma cible se pose la nuit concernant notre sujet, sans oser en parler. Classe-les de la plus angoissante à la moins préoccupante. Et voilà, on ne part plus d'une page blanche. On part d'une carte des émotions humaines. La création devient un service, une réponse, plus une simple promotion. C'est un changement de... De paradigme. Oui, d'accord. Donc, on a une méthode pour générer des idées uniques, puis une autre pour construire une stratégie basée sur l'empathie. Mais ça soulève une autre question. Une fois qu'on a ce plan, il faut produire le contenu. Et là, on retombe sur le problème de la qualité. On risque d'avoir des textes moyens. On tombe tous dans le piège du «c'est suffisant». Tellement. On prend la première version que l'IA nous donne parce qu'elle est correcte et hop, on passe à autre chose. C'est le biais de satisfaction immédiate. Et c'est le sujet du troisième pilier, le saut quantique. La source est très claire là-dessus. L'IA est programmée pour la complétion, pour finir la tâche, pas pour l'excellence. C'est à nous de les pousser. C'est à nous de les pousser. Et la méthode pour ça est probablement la plus puissante de toutes, la récursivité critique. La récursivité critique. Ça sonne un peu compliqué? Mais l'idée est simple et géniale. Au lieu d'être le seul critique du travail de l'IA, on lui demande de le devenir elle-même. Comment ça? On lui fait écrire une première version d'un texte. Puis, on change complètement son rôle. On lui dit « Oublie que tu es l'auteur, tu es maintenant un éditeur impitoyable, connu pour ton esprit critique. Analyse le texte que je viens de te donner, trouve les arguments faibles, les platitudes, les phrases lourdes. » Attends, on lui demande de démolir son propre travail. Est-ce qu'elle est vraiment capable de le faire objectivement? C'est ça qui est bluffant. Oui, en lui donnant un nouveau rôle, une nouvelle persona, elle adopte un tout nouveau cadre d'analyse. Elle va identifier ses propres faiblesses avec une précision surprenante. D'accord. Et la troisième étape, c'est de lui dire « Maintenant, en te basant sur tes propres critiques, réécris une version V2 exceptionnelle de ce texte. » La source insiste là-dessus. La V2 est presque toujours radicalement supérieure à la V1. C'est un saut qualitatif. C'est un déblocage mental énorme. On arrête de se battre seul avec un premier jet médiocre. On intègre un partenaire de sparring en fait. Un partenaire intellectuel. L'IA n'est plus un simple exécutant, elle devient un système d'amélioration continue. Le métaprompt doit être assez direct, j'imagine. Très direct. Voici une première ébauche. Faisant la critique la plus sévère possible en listant 3 points faibles majeurs. Ensuite, réécris le texte de A à Z pour corriger ses faiblesses et le rendre remarquable. On crée une boucle de qualité. C'est fascinant, mais ça m'amène à une inquiétude. Si tout le monde se met à utiliser ces techniques, la porte dérobée, la critique récursive, est-ce qu'on ne va pas tous finir par produire des contenus excellents mais qui se ressemblent tous? Un genre de... De perfection synthétique. Voilà. Comment on se différencie si la méthode devient la norme? C'est une excellente question et elle nous amène tout droit au 4e pilier, le mode Eclipse. L'auteur anticipe ce risque qu'il nomme la signature synthétique. Cette fameuse odeur d'IA? Oui, cette odeur d'IA qu'on commence tous à reconnaître. Une structure trop parfaite, des mots de liaison un peu robotiques comme en outre, en conclusion, un style très lisse, sans aspérité. Si le public sent ça, la confiance s'évapore. Et donc comment on rend son avantage invisible? Comment on passe en mode Eclipse? La solution, c'est l'injection de style. Et là encore, l'erreur, c'est d'utiliser des commandes vagues, comme écrit sur un ton professionnel. Soit plus engageant. Ça ne marche pas. La méthode efficace, c'est le camouflage par l'exemple. Il faut nourrir l'IA. On lui donne un échantillon de notre propre écriture, un article dont on est fier, un email qui nous ressemble, ou même un texte d'un auteur qu'on admire. Et on lui demande de copier.
Non, de mimétiser. C'est la nuance clé. On lui dit « analyse ce texte », ne copie pas les idées, mais dissèque le style, la longueur des phrases, le rythme, la ponctuation, le type de vocabulaire. Maintenant, réécris le texte précédent en adoptant cet ADN stylistique. On ne lui donne pas un adjectif, on lui donne une empreinte digitale. C'est exactement ça. N'importe quel contenu IA. Est-ce que ce camouflage est une vraie protection ou juste une astuce temporaire? C'est une objection très pertinente. La source suggère que c'est bien plus qu'une astuce. Parce que ce n'est pas un style générique, c'est notre style, ou un style unique qu'on a choisi. Un détecteur d'IA, il est entraîné à repérer les schémas communs des modèles. D'accord. En injectant un style humain, personnel, spécifique, on brouille les pistes de manière fondamentale. Le résultat est double. Non seulement le contenu devient unique et authentique, mais la méthode elle-même devient un avantage concurrentiel invisible. Vos concurrents ont le même outil, mais ils n'ont pas votre ADN. On transforme une technologie de masse en une arme secrète. Voilà. Waouh! En résumé, si je reprends notre parcours, on a vu comment forcer des idées créatives avec la porte dérobée en ajoutant des contraintes. Oui. Puis, comment construire une stratégie entière basée sur les émotions de l'audience avec le second niveau. Ensuite, comment atteindre une qualité bien supérieure en forçant l'IA à devenir son propre critique avec le saut quantique. Et enfin, comment rendre tout ça unique et indétectable avec le mode Eclipse. C'est un système complet en fait. Et ce ne sont que 4 des 9 piliers. Pour donner une idée, il y en a d'autres comme l'effet de réseau, qui explique comment brancher différentes IA les unes aux autres. Ah oui, La sortie de l'une devenant l'entrée de l'autre. Ou l'architecture invisible, pour automatiser des processus entiers. Il y a même la galerie des miroirs, qui consiste à demander à l'IA de critiquer nos propres prompts avant de les exécuter. C'est vraiment une vision systémique. on comprend que la conclusion de tout ça, c'est que la conversation a changé. La limite, ce n'est plus la puissance de calcul de la machine, Non. c'est la profondeur de nos questions. Il faut arrêter de la traiter comme un stagiaire à qui on donne des ordres et la considérer comme un partenaire à qui on soumet des architectures de pensée. C'est exactement ça. La dernière phrase de la source est une métaphore parfaite. L'IA est un multiplicateur de potentiel. Si on lui donne de la médiocrité, elle produira de la médiocrité à grande échelle. Et si on lui donne de la structure? Finale, celle que la source pose directement pour nous laisser réfléchir. C'est une question simple, mais vertigineuse. Les outils sont là, les méthodes sont posées, la machine est prête. La vraie question est maintenant, jusqu'où oserez-vous l'emmener ?